Madame, monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, le bras de fer entre les professions libérales et le gouvernement au sujet du PLF 2023. Le texte est actuellement entre les mains des conseillers avant son adoption définitive. Et les dispositions fiscales et cette épineuse retenue à la source continuent de provoquer une solide résistance de la part des professionnels du secteur libéral. Il y a, cela dit, comme un vent de dissension chez les avocats, puisque la grève est maintenue malgré l'annonce d'un nouvel accord entre le gouvernement et l'Association des barreaux du Maroc. Quels sont les courants au sein de la profession et quelles sont surtout les autres revendications autres que fiscales des toges noires? Réponse dans cette émission. Et ça ne décolère pas chez les blouses blanches non plus. 9 organisations professionnelles des médecins libéraux ont tenu un sit-in lundi dernier devant le Parlement à Rabat. En plus de leur désaveu de ces dispositions fiscales du budget 2023, ils dénoncent un manque de transparence des cliniques privées tenues par des non-médecins. Et si c'était justement de la transparence et une équité fiscale que le gouvernement réclame aux professions libérales? Et nous en parlons ce soir en compagnie de mes invités. D'abord, 2 représentants de corps libéraux. Avec moi sur le plateau, Maître Mohamed Olkhouer, avocat d'affaires. Bonsoir Maître Olkhouer, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avec nous, depuis l'Araïch par Zoom, Dr Taïeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé. Bonsoir Dr Hamdi, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour votre invitation pour participer à ce débat d'actualité. Marhaba. Et j'ai également le plaisir d'accueillir depuis Liège par Zoom mon confrère Abachi Chamamba, journaliste économique chez Financial Afrique et professeur d'économie monétaire et de fiscalité des entreprises. Bonsoir Abachi Chamamba. Bonsoir chers confrères, merci pour l'invitation. Je suis très ravi de participer à ce débat. Un débat qui va être certainement très animé ce soir. Alors avant, nous avons avec nous un juriste sur le plateau. Donc ma première question, c'est sur le processus d'adoption de ce PLF. Alors il est à la Chambre des conseillers. Qu'est-ce qui peut se passer et jusqu'à quand? Quelle est la date butoir selon la Constitution, entre autres, Maître Olkhouer? Bon, de toute façon, ce projet de loi sera adopté avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre. C'est sûr. C'est ce qui est certain, donc c'est la seule chose que nous savons et que nous pouvons dire à l'heure actuelle. Le processus, il est habituel en matière de loi de finances. La première chambre a voté le texte avec un certain nombre d'amendements, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il passe aujourd'hui devant la deuxième chambre, il reviendra très certainement devant la première chambre pour finalisation. Et on a un gouvernement qui a quand même une majorité relativement confortable. Donc l'ensemble des clés et des outils sont entre les mains du gouvernement. Et vous l'avez sans doute remarqué et constaté, le débat ne se joue pas uniquement au sein du Parlement et des 2 chambres, mais il y a aussi une mobilisation très forte en dehors pour faire valoir un certain nombre de points de vue. On verra, c'est quelque chose d'assez habituel dans les différentes démocraties. La rue, le Parlement, qui obtient gain de cause, comment, in fine, on va avoir des arbitrages qui seront faits, et un projet de loi de finances qui, j'espère, répondra aux attentes des uns et des autres. Quelles sont justement ces attentes? Juste pour rappel, que réclament finalement les avocats que vous représentez aujourd'hui de par votre profession, Maître Olkhouer, et surtout après cet accord? Alors, quand on dit qu'on a signé un accord et après on se dit insatisfait de l'accord, il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans. Oui, alors tout d'abord, je ne représente pas les avocats. J'ai pas du tout de, vous ne représentez pas certainement le barreau. J'ai aucun mandat pour représenter aucun barreau, et je parle en mon nom personnel. Les accords, justement, on a une profession qui est organisée autour d'une loi, certes, mais aussi d'un certain nombre de barreaux dans différentes cours d'appel du Royaume. Ces barreaux sont composés d'avocats qui se réunissent en assemblée générale et qui décident de la manière dont les choses doivent se passer pour eux. Ensuite, il y a aussi cette association des barreaux du Maroc, qui est une coordination entre les différents barreaux, mais c'est une association qui n'a pas non plus vocation nécessairement à engager tout le monde. Donc il y a eu ces discussions, ces échanges. L'élément principal, à mon sens, et le premier d'entre eux, c'est cette question d'absence de concertation préalable. C'est un peu tombé comme une épée de Damoclès, ce projet de loi de finances avec cette question de la retenue à la source, qui est la thématique principale. Il y a aussi d'autres éléments dans le cadre de ce projet. Il est un peu dommage que ces réformes, au-delà de leur mérite, soient abordées de manière aussi lacunaire,
sans concertation préalable, avec un délai de discussion qui est de l'ordre de Mais il y a 2 eu mois. quand même dialogue avec le gouvernement. Mais a posteriori. Après, Oui, mais a posteriori. Et il y a eu un accord. Et après, on n'est pas content de l'accord. Non, il n'y a pas eu. Il me semble qu'il y a eu d'ailleurs plusieurs bribes d'accord. C'est le 14 novembre, il me semble. Il y a eu plusieurs Oui, discussions, 14, plusieurs le 15. concertations. On ne sait pas exactement où ça en est. Moi, je ne suis pas dans le secret de ces, de ces différents échanges. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a justement au sein même de la profession quelques deux courants ou même plus par rapport à ces dispositions fiscales? Il y a une infinité de courants. Le sujet principal, il est sur cette absence de discussion et de concertation préalable. On aurait quand même évité tout cela si, avant de sortir ce projet de loi avec ces différents éléments, la profession et les différentes professions libérales avaient été impliquées. On aurait pu avoir ces échanges à froid. Mais est-ce que c'est d'usage? Je pose d'ailleurs, je vous pose à vous la question, est-ce que déjà c'est d'usage d'impliquer des professions libérales ou autres d'ailleurs dans l'élaboration d'un projet de budget? Non, c'est d'usage, bien sûr. La Constitution, d'ailleurs, fait appel à un large consensus en matière de production de normes. On a un nombre incalculable de mécanismes qui sont prévus. Et puis, ça fait aussi partie d'une bonne administration ou d'une bonne gestion de se dire on va entendre et discuter avec les parties prenantes. Après, la problématique, on la comprend. Les thématiques sont là, elles sont claires, elles sont identifiées. Le sujet, c'est quels moyens pour y parvenir. Et en général, quand on veut réguler une profession, la réglementer ou l'encadrer, il est mieux de ne pas la faire contre celles et ceux qui exercent cette profession et plutôt essayer de la faire dans la mesure du possible avec eux, ou au moins de donner une chance à cette partie-là. Si ensuite il y a un blocage réel, des décisions doivent être prises. On a un Parlement, on a un gouvernement qui doit prendre des décisions au nom de l'ensemble des citoyens du Royaume du Maroc. Donc ça ne pose pas de difficulté. Mais peut-être, je pense qu'il aurait fallu laisser une chance à cette concertation préalable et on aurait été dans de meilleures conditions et un meilleur cadre justement en cas de bras de fer ou de blocage, et il y aurait sans doute eu une plus grande légitimité pour le gouvernement à adopter unilatéralement des mesures. On a vu se développer partout ce qu'on appelle des lois négociées, où on les met en place avec l'assentiment, le consensus s'agissant des personnes que cela devrait impacter. Je pense qu'on aurait pu ne pas faire l'économie de cette approche de concertation préalable. C'est assez dommage. Aujourd'hui, on n'y est plus. On a justement cette discussion qui est maintenant assez frontale, avec une mobilisation d'un côté, des réponses de l'autre, et avec les médias et l'opinion publique un peu en spectateurs de toute cette situation-là. Mais je pense et on va y revenir au cours du débat, mais il faut replacer les différents éléments dans leur contexte pour être en mesure de comprendre de quoi il s'agit réellement et ce que les avocats demandent. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que cette question de projet de loi de finances, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont en cours d'élaboration, notamment une nouvelle loi réglementant la profession. Et donc l'idée, c'est quand même cette approche un peu plus pragmatique et de concertation dans le cadre de l'élaboration de ces normes, quelles qu'elles soient. Mais les avocats restent quand même divisés. Quel corps ne peut... Vous savez, on parle de profession libérale et indépendante. Donc par nature, un avocat est indépendant, un avocat est libre, et donc il a son point de vue, il l'exprime, et il n'est pas lié par qui que ce soit. Et donc forcément, dans l'ADN de cette profession, il y a cette indépendance, il y a cette liberté. Donc nécessairement, vous n'aurez pas affaire à un bloc monolithique, indivisible, chacun a son opinion. Et la plupart sont tout à fait sensibles aux arguments développés par le gouvernement. L'idée, c'est simplement d'expliquer qu'il y a peut-être d'autres manières de faire les choses, d'aboutir au même résultat que celui qui est souhaité, à savoir davantage de participation de tous à l'effort national. C'est une démarche qui ne peut pas être mise en cause, mais ensuite il y a la manière de faire les choses. Et souvent, c'est la manière et la forme qui importent bien plus que le fond, sur lequel, je pense, il n'y a pas d'opposition particulière. Ah, alors justement, est-ce qu'il y a cet effort aussi déjà, est-ce que les médecins parlent tous, les médecins libéraux en l'occurrence, parlent tous de la même voix, Dr Taïb Hamdi? Et j'ai vu que vous avez accordé une interview à un média marocain où vous demandez aux deux côtés de faire un petit effort, du côté du gouvernement et vos confrères médecins. Pourquoi? D'abord, bonsoir. D'abord, bien sûr, les médecins également, c'est comme les avocats, sont des indépendants, donc ils sont libres. Et dans la profession, il n'y a pas une unanimité de position vis-à-vis donc de cette actualité du projet de loi de finances 2023 et surtout la retenue à la source.
Il y a des médecins qui refusent catégoriquement cette retenue à la source. Donc, ils réclament l'annulation pure et simple de cette retenue à la source. Mais il y a aussi, de l'autre côté, il y a des médecins et des syndicats qui pensent que la retenue à la source n'affecte en rien la profession sur le fond de l'impôt, c'est-à-dire que la retenue à la source, ce n'est pas un impôt de plus, ce n'est pas une surtaxation, mais la retenue à la source risque, s'il a été adopté par exemple à 20%, il a été revu vers 15% puis 10%, s'il a été adopté à 20%, 15%, même à 10%, ça risque, il y a deux petits problèmes que ça risque de poser. Le premier problème, c'est que peut-être il y a pour certains cabinets médicaux, certains médecins qui, à la fin de l'année, peut-être avec des prélèvements de 10%, parce qu'on prélève 10% retenus à la source, on prélève les 10% sur le chiffre d'affaires, on ne prélève pas sur le bénéfice. On risque de trouver des cabinets qui, à la fin de l'année fiscale, se retrouvent qui ont payé un surplus qu'ils doivent, donc que l'administration fiscale doit restituer, et ça va poser problème. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, on risque pour certains cabinets qui travaillent surtout avec les tiers, c'est-à-dire avec les cliniques ou la médecine au travail, cette retenue à la source risque de déstabiliser la trésorerie au cours de l'année avant d'être restituée à la fin de l'année. Donc, il y a des médecins qui pensent que, et j'en fais partie d'ailleurs, que si le gouvernement fait un petit effort de baisser la retenue à la source de 5%, parce que moi je parle de notre profession généralement, l'IR, l'impôt sur le revenu, constitue généralement entre 7-8% à 15% du chiffre d'affaires. Donc si on adopte un chiffre de 5%, de 5% de retenue à la source, ça va permettre pratiquement à tous les médecins de ne pas se retrouver en litige avec l'administration fiscale à la fin de l'année, mais aussi ça va permettre d'appliquer cette retenue à la source parce qu'en fin de compte, il faut revenir, parce qu'il ne faut pas que la retenue à la source soit l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème, pourquoi l'administration fiscale cherche à appliquer certaines mesures, c'est pour ramener quelques contribuables qui étaient en dehors des radars du fisc, donc qui n'étaient même pas inscrits ou qui ne payaient rien comme impôt, de les ramener sur les radars, premièrement. Et deuxièmement, c'est faire un peu d'ordre, donc chercher une certaine équité fiscale. L'équité fiscale, c'est la base. Mais c'est ce que demandent Alors, c'est ce que demandent justement, c'est cette équité fiscale que réclament les professions libérales. Exactement, c'est ce que nous réclamons. C'est pour ça que je me posais la question aussi, parce que le gouvernement aussi demande une équité fiscale, parce qu'il pense que justement, beaucoup de professions libérales, ces professions libérales-là, bien sûr, il y a les dentistes, les topographes, les notaires, enfin la liste est longue et assez exhaustive, mais l'État réclame à ce qu'il y ait une équité fiscale et à ce que chacun paie son dû. Effectivement, et c'est exactement ce que nous réclamons aussi, parce que l'équité fiscale, c'est la base d'une justice fiscale, et la justice fiscale, c'est la base, c'est un des éléments pour une justice sociale, et on a des projets sociaux qu'il faut réussir actuellement. Et pourquoi nous aussi on réclame une équité fiscale? Parce que les salariés, les fonctionnaires, chez qui on fait des prélèvements, des retenues à la source, et les contribuables, les professions libérales qui perdent leurs impôts, malheureusement, ils supportent un surimpôt, ils supportent des charges qui normalement devraient être partagées par d'autres contribuables qui soit ne paient rien, soit ils payent beaucoup en dessous de ce qu'ils devaient payer. Donc, même nous, en tant que médecins, on réclame qu'il y ait une équité fiscale parce que ça va nous permettre aussi, en tant que contribuables qui perdent leur impôt, ça va nous permettre d'être déchargés comme les fonctionnaires et salariés, il faut le rappeler, qui supportent 75% de l'IR au Maroc, ça va permettre aux contribuables qui paient leur impôt d'être déchargés un peu. Mais nous, on ne veut pas que cette retenue fiscale soit l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en matière de fiscalité chez les médecins, on a des revendications qui sont prioritaires. Il y a beaucoup de revendications, soit les tranches qui doivent être revues vers la hausse, parce que c'est injuste. À partir de 15 000 dirhams, on est obligé de passer à 38%. On paie 38%. C'est injuste pour tout le monde, pour les salariés, pour les fonctionnaires et pour nous-mêmes. C'est pour tout le monde. Oui. Mais aussi, on réclame
une équité, une justice fiscale pour la profession, parce que la profession de médecin, ce n'est pas une profession, ce n'est pas quelqu'un qui ouvre, son bureau pendant 8 heures la journée et qui profite de ses vacances, qui profite de ses nuitées, qui profite de son sommeil, qui profite de l'Aïd. C'est un professionnel qui travaille le samedi, qui travaille le dimanche, qui travaille les vacances, qui ne fait pas l'Aïd avec sa famille. Et donc, ce n'est pas une généralité non plus, docteur Taïeb Hamdi. Pardon? Ce n'est pas une généralité. Généralement, les médecins gagnent leur vie de cette manière. Et on ne réclame pas, bien sûr, on ne réclame pas que notre impôt soit inférieur aux autres, mais on réclame qu'il y ait une équité. Est-ce que vous réclamez qu'il y ait un amendement sur la révision, voire la suppression de la retenue à la source sur l'IR? Si la suppression, si c'était que pour le corps médical, pour le médical, nous, ça ne nous pose aucun problème. La retenue à la source ou pas, très bien. Parce qu'en fin de compte, la retenue à la source, s'il est de 5%, ça ne doit pas poser de problème. Et ça, il faut le rappeler, les médecins, parce qu'à partir de 2023, tous les Marocains auront une mutuelle. Tous les Marocains auront une assurance maladie. Ça veut dire que chaque patient au Maroc qui va entrer dans un cabinet, qui va à une clinique, il va faire sortir sa feuille de mutuelle. Et donc, qui doit être remplie par le médecin. Ça va revenir aux caisses de maladie. Et ça va être transmis, la feuille transmise sera transmise au fisc. Donc, le problème d'évitement fiscal ne se posera plus pour les professions médicales à partir de 2023. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y avait déjà quelque chose comme de l'évasion fiscale au sein de la profession. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas affirmer le contraire. Certainement, dans notre profession comme dans d'autres professions, mais il faut voir les choses. Moi, quand j'entends parler que la moitié du profession n'est même pas inscrite au fisc, ça pose problème. Ça pose problème. Il faut le dire, moi qui paye, un citoyen qui paye ses impôts, il y a deux choses qu'il demande. Il demande à ce qu'il y ait équité, qu'il faut que les autres payent aussi, c'est-à-dire d'une manière proportionnelle à leurs impôts. Deuxièmement, il demande à ce qu'en revanche, il reçoit des services. Maintenant, les services, on a la généralisation de la couverture sociale et de l'assurance maladie. Et je pense pour nous, le corps médical, on va profiter de cette généralisation. Donc, nous sommes prêts à faire un effort, mais dans l'équité et dans la justice avec tous les autres contribuables et toutes les autres professions. Bon, le chemin est long, hein, parce que quand on sait que l'essentiel de l'IR est payé par les salariés, on comprend qu'il y a beaucoup de marge à rattraper du côté des professions libérales. Alors, en tant qu'observateur, Abachi Chamamba, en tant qu'observateur, et tout à l'heure, Maître El-Khouer a évoqué l'opinion publique et aussi les médias. Quel regard portez-vous sur cette question-là? Je sais que vous avez mené une enquête pour Financial Afrique sur ces dispositions fiscales et aussi cet arbre qui cache la forêt, comme l'évoquait à juste titre professeur Dr Taïeb Hamdi. Donc, peut-être un commentaire sur ce qui a été évoqué par mes deux autres invités et aussi un mot sur cette enquête que vous avez menée et ses résultats surtout. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné la parole et je voudrais, avant de faire des remarques, préciser que j'ai vécu 27 ans au Maroc et j'y ai travaillé pendant 24 ans. Bien sûr. Donc, je connais un peu l'environnement, je connais ces milliers, ces questions de fiscalité et de pratiques dans certaines professions. Sans stigmatiser, je pense que je n'ai rien contre les professions libérales, au contraire. Je trouve qu'ils sont en train de se battre contre la conséquence de leur propre agissement. La mesure envisagée par le gouvernement, en fait, c'est la conséquence d'une attitude que moi je qualifierais d'incivisme fiscal. Je ne suis pas en train de stigmatiser. Je constate seulement que dans le tableau que j'ai sous mes yeux, et qui est un tableau officiel, comment expliquer, je m'adresse à Hamdi, comment expliquer qu'un médecin spécialiste, les médecins spécialistes ne paient qu'en moyenne 30 000 dirhams d'impôts par an? N'importe quel Marocain ne comprendrait pas ce chiffre.
c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Les avocats aussi, qui sont des hommes de la loi, n'est-ce pas? Donc, on suppose que eux, ils doivent donner l'exemple. Mais les avocats, en moyenne, ça, ce sont des chiffres officiels, hein, je n'ai rien inventé. En moyenne, 90% des avocats payent moins de 10 000 dirhams. Écoutez bien, moins de 10 000 dirhams d'impôts par an, c'est-à-dire moins qu'un salarié, un employé qui gagnerait autour de 5 000, 5 500 dirhams par mois net. C'est pas possible. Il y a 16 000 avocats qui exercent au Maroc, ce sont les chiffres du ministère de la Justice. 10 000 ne font même pas de déclaration. Ce n'est pas qu'ils ne payent pas, ils ne font aucune déclaration, ils ne sont nulle part. Évidemment, ben on va dire oui, mais écoutez, on fait ceci, mais tous les métiers sont difficiles par définition. Il n'y a pas de métier sans contrainte. Donc, on doit d'abord respecter la loi, et après revendiquer. Mais si on ne respecte pas la loi, on poussera, c'est ce qui est arrivé pour le projet de loi de finances, le gouvernement à prendre des mesures radicales, notamment celle de la retenue à la source, dont je rappelle, c'est une modalité de recouvrement de l'impôt, des collectes de l'impôt. Ce n'est pas une augmentation du taux de l'impôt. Il faut bien préciser les choses quand même. C'est une modalité de collecte de l'impôt. Donc, concentrons-nous sur les civismes fiscaux, payons ce qu'on doit payer à la collectivité pour contribuer aux charges de la collectivité, mais parce que moi en ayant un tout petit peu un regard lointain, je trouve, je n'ai rien contre ceux qui manifestent, c'est la démocratie, on a le droit de manifester, mais je trouve que manifester pour continuer à dissimuler une partie de ses revenus, ça passe très très mal auprès de l'opinion publique, surtout à une période où le Maroc est en train de mettre en place des très grandes réformes structurelles, notamment la couverture sociale dont a parlé tout à l'heure le docteur. Dans quel CSP, justement, vous les placez, ces professions libérales? Pardon? Dans quelle catégorie socio-professionnelle, ou en tout cas dans quelle classe? Est-ce qu'on est dans la classe moyenne? Est-ce qu'on est dans la classe moyenne supérieure? Est-ce qu'on peut déjà généraliser un avocat qui exerce à Rabat a-t-il les mêmes revenus qu'un avocat qui exerce à Midelt ou ailleurs? Je veux dire. Ce n'est pas pareil. Oui. Pas pareil. C'est comme on dit en statistique. Donc quand vous dites les 10 000 dirhams, c'est une moyenne nationale. Hein. Il y a beaucoup de disparités là-dedans. Bien sûr, mais cela ne doit pas, entre guillemets, excuser ce qu'on voit, les sous-déclarations, manifestement, qui a atteint une ampleur inimaginable. Évidemment, un journaliste qui exerce à Casablanca, ce n'est pas un journaliste qui exerce à Midelt ou à Fès. Ce n'est pas le même niveau de revenu. Mais de manière générale, regardez la situation du trésor marocain. Regardez les classes moyennes supérieures à Casablanca, dans les grandes villes marocaines. Rapprochez la situation du trésor et les trains de vie de ces classes moyennes supérieures. Les classes moyennes supérieures, c'est en général ce qu'on appelle les professions intellectuelles. Avocats, médecins, juges, etc. Quand vous comparez, vous allez voir qu'il y a un écart énorme. Alors, où est le problème? C'est là où il faut aller chercher. Parce que le fisc ne peut pas être derrière chaque contribuable. Ce n'est pas possible. C'est à nous, c'est aux contribuables d'avoir un minimum d'adhésion à l'impôt. Évidemment, l'adhésion à l'impôt, c'est une question plus philosophique, suppose aussi qu'en face, il y ait des services en contrepartie. Voilà ce que je peux dire pour commencer. D'accord. Alors, je donne quand même le droit de réponse à mes invités. Peut-être quelque chose à dire sur cette réponse de mon confrère et surtout sur cette réalité, ces chiffres, 16 000 avocats, à peine 6 000 qui déclarent leurs impôts. Oui. Mais alors, il faut quand même bien examiner ce que c'est que cette profession, parce que c'est aussi ça la difficulté. Dans ces avocats, il y en a combien d'avocats stagiaires? Parce qu'on oublie qu'on a des gens qui sont avocats stagiaires pendant 3 années, qui du coup n'ont pas de clients,
donc ne peuvent pas facturer, n'ont pas de revenus pendant cette période-là, hormis les indemnités de stage qu'ils reçoivent de leur maître de stage, et ça c'est pendant 3 années. Et avant d'être stagiaire, vous devez verser aussi un droit d'entrée, des honoraires, des frais d'inscription, qui vont de 50 à 150 000 dirhams, parfois 200 000 dirhams. Donc quand vous avez ces droits d'inscription, qu'ensuite vous avez 3 années où vous n'avez aucun revenu, voire des revenus très très faibles, et donc ces gens-là, on les met dans les 16 000. Et on vous dit, et par exemple, lors du dernier examen qui a eu lieu de mémoire en 2019, on a 4 500 nouveaux avocats stagiaires qui sont entrés. Et donc si on prend tous ces avocats stagiaires qui ne gagnent rien, qui n'ont pas le droit d'avoir des clients, et on vous dit, bah, vous voyez, ces avocats stagiaires ne payent rien, ou ne contribuent que très peu, ou ne sont pas déclarés, oui, ils ne sont pas déclarés, il n'y a pas d'existence fiscale pour eux. Mais du coup, il y a le même nombre qui reste quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais déjà, et... ça vous change quand même complètement votre approche des chiffres quand vous tenez compte de si cette partie. Si on les enlève, ça fait moitié-moitié. Ça fait la moitié qui paye et l'autre moitié qui ne paye pas. Oui. Admettons Non, que le tiers ce que je dis simplement, c'est que cela c'est pour un cadre très clair et c'est pour une raison simple. Donc, quand on a ces stagiaires, on doit en tenir compte. Parce qu'il faut, quand on examine des faits, on ne peut pas simplement se contenter de dire voilà l'image et c'est comme ça. Moi, j'aimerais qu'on examine les choses de manière factuelle, qu'on nous dise combien sont exactement avocats stagiaires, quelle est la situation de ces avocats stagiaires, cette question des droits d'entrée qui doit être évoquée, cette question du stage pendant 3 années. Ensuite, une fois que vous êtes titulaire au bout de 3 années, bah, vous devez investir pour ouvrir votre bureau. Donc vous devez faire des investissements, un loyer, des bureaux, du matériel, de l'équipement. Tout ça, on n'en tient absolument pas compte dans ces différentes approches. Et donc il y a un certain nombre de thématiques. D'où le fait que la retenue à la source sur le chiffre d'affaires, parce qu'il faut le préciser, pose problème parce que le chiffre d'affaires, ce sont les revenus bruts. Donc il n'y a pas toutes les charges qui sont déduites. Ce sont les revenus bruts, mais surtout, moi mon point, c'est juste de dire, il faut quand même qu'on examine précisément de qui on parle, de quoi on parle et dans quelles circonstances et dans quelles situations. La difficulté principale, c'est que, et c'est moi ce qui me gêne un petit peu dans cette logique-là, c'est finalement de ne plus considérer qu'en réalité, les avocats, et maintenant l'activité d'avocat, c'est une activité d'entrepreneur. Ce n'est pas une activité de salarié. Le confrère médecin a évoqué quelques différences, mais il y en a un certain nombre. Donc vous avez un investissement, vous prenez des risques, vous avez une responsabilité, vous devez prendre une assurance. Il y a tout un certain nombre de thématiques. Et il est difficile, à mon avis, de cumuler ou de calquer ça sur les revenus du capital ou sur les revenus du travail. Ils ne sont pas les mêmes. Normalement, on a par exemple... vous voyez le schéma qu'on est en train de mettre en place à l'heure actuelle, c'est que tous ces entrepreneurs et toutes ces professions libérales, on veut les taxer de la même manière qu'au titre de l'impôt sur le revenu et donc de la même manière que des revenus salariés. Pourquoi qui, eux, pas sont garantis. Ça me pose problème, et dans le même temps, les entreprises, on va réduire leur niveau d'impôt pour arriver à 20%. Mais un avocat ou un médecin... Ça dépend des entreprises. Non, l'idée, c'est d'arriver à 20%. À 20% pour tout le monde. Oui, parce qu'il n'y aura pas d'avocats ou de médecins qui feront plus de 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, de bénéfices, pardon. Oui. Donc ça me paraît très peu probable. Si c'est le cas, tant mieux pour eux. Mais le sujet, c'est celui-là, c'est de dire pourquoi on ne nous compare pas à ce à quoi on devrait nous comparer, et donc aller sur cette question d'une taxation similaire à ce qui se passe pour les sociétés, puisqu'on a une activité, on est des entrepreneurs. Et donc, dans ces cas-là, on serait à 20% du bénéfice. C'est ça. Et le projet, c'était de vous mettre à 20% du chiffre d'affaires. Mais là, c'est ça qui est très problématique. C'est intéressant, Maître Louel, parce que moi, j'ai fait une émission il y a à peine une semaine sur le même sujet. Il y avait un de vos confrères, ainsi que d'autres professions libérales, 4 au total qui ont été représentés sur ce même plateau. Alors, ce qu'on a défendu, c'est que, justement, le métier de médecin, comme celui d'avocat, n'était pas assimilable à n'importe quelle entreprise, parce que c'était, selon eux, des services sociaux. Mais là, on ne les assimile pas à une entreprise. Justement, moi, ce que je dis, mon problème, c'est qu'on les assimile aux revenus du travail et aux revenus locatifs, par exemple, en disant vous allez passer à l'IR avec une grille, etc. Ce qui n'est pas cohérent, puisqu'on est en réalité... cette activité, c'est une activité entrepreneuriale, qu'on le veuille ou pas. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est une activité commerciale, c'est une activité civile, mais elle est entrepreneuriale. Et donc pour moi, la manière dont on doit... Et un avocat ou un médecin, et pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse de dire que c'est une activité sociale. Non, on fait une activité pour gagner de l'argent et pour s'enrichir, que ce soit les avocats, les médecins. Non, mais il faut être très clair. Oui. Moi, je n'ai pas de fausse pudeur sur ces thématiques-là. Et cet argent, on ne l'a pas volé. On le gagne honnêtement, nos honoraires, quand on fait un travail, qu'on facture nos clients et qu'ils nous payent pour la prestation qu'on leur a accomplie, on n'a rien à se reprocher. On fait notre travail du mieux qu'on peut et on est rémunéré pour cela, et tant mieux. Que ce soit les médecins, les avocats, les architectes, enfin toutes ces professions libérales. Moi, mon point est justement ces questions d'organisation des professions. On ne peut pas d'un côté vous dire on va vous taxer comme si vous aviez un salaire, parce que ce n'est pas le cas, on n'a aucune garantie, on n'a aucune sécurité.
tout peut s'arrêter du jour au lendemain, donc on n'a pas cette protection-là, donc ça ne peut pas être assimilé à cela. Je pense plutôt qu'on devrait aller sur cette orientation de nous considérer comme des prestataires de services, des entreprises, et taxer de cette manière-là. Et pour eux, on en tient compte, puisqu'on vous dit on va vous taxer, c'est 20% du bénéfice. Ça dépend après de ce qui est déclaré. Hein, parce que... Non, mais ça, c'est un autre sujet. Vous savez, la question... C'est le sujet, c'est pour ça qu'il y a eu ça. Bah, mais, si. Non, je suis pas... Mais non, ça, c'est le discours qu'on vous donne. Non, mais c'est la logique même. Si on voit que la moitié des avocats ne déclarent pas, c'est qu'il y a un problème quand même, Maître Loukouen, de déclaration. Mais je viens Donc de c'est vous le mot indiquer, déclaratif qui pose problème. Je viens de vous indiquer que tous les stagiaires... J'ai enlevé les stagiaires. Ah oui, mais vous n'avez plus la moitié dans ce cas-là. Si. Non, puisque vous si, dans les 16 000, si on a 16 000, vous avez mis tous les stagiaires. 6 000 qui payent aujourd'hui. Si on enlève les stagiaires autour de 4 000, non, il reste 6 000. 4 000, c'est en 2019. Admettons que c'est la moitié. Donc ça fait 5 000, 6 000. 6 000 qui payent, 5 000 qui ne payent pas. Non, mais le sujet... Enfin, qui ne déclarent pas. Non, mais ce sujet, les stagiaires ne déclarent pas. Donc ça, on ne peut pas du tout les intégrer. Oui, mais donc le reste, c'est à l'intérieur qu'il faut regarder. Moi, je n'ai pas fait d'études sur cette question-là. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Non, mais ça, c'est les chiffres, en tout cas. Donc nous disposons. Mais nous mélangeons tous les sujets. Il y a une question, parce qu'il y a une question qui est celle de la déclaration. C'est ça. Oui, mais cette question de la déclaration, elle n'est pas réglée par la retenue à la source. C'est ça, moi, que je trouve aberrant. C'est que la retenue à la source, de quoi il s'agit? On vous dit, on va taxer, on va retenir à la source sur les factures que vous faites. Mais cela déclare déjà, puisqu'il y a des factures. C'est ça. Ceux qui ne déclarent pas, qui n'existent pas, ils ne vont pas exister plus. Ils ne faisaient déjà pas de facture avant. Pourquoi ils en feraient aujourd'hui quand on va leur dire, on va vous retenir à la source? Donc c'est cette logique-là que je n'arrive pas à saisir. Que ces dispositions fiscales, finalement, ne vont pas régler. C'est ce que je suis en train de vous dire précisément, c'est que ça va impacter. Parce qu'on dit on va faire une retenue à la source sur les factures et celui qui vous paye. Mais ça va concerner ceux qui déjà déclaré les choses, agissaient de manière claire et nette, et on va leur retenir une partie à la source, ce qui va aboutir, comme l'évoquait le confrère, à des problèmes de trésorerie, puis surtout à une très grosse problématique de restitution ensuite. Au bout de la première année, si l'administration fiscale finalement se rend compte que vous avez payé plus avec les retenues à la source que ce que vous devez verser comme impôt, on rentre dans quelle logique? On va nous rembourser immédiatement? Certainement pas, je dirais. On a déjà le précédent du crédit TVA. Et donc combien de temps on va se battre? Et ensuite, on parlait de consentement à l'impôt. Alors si j'ai payé plus que ce que je dois et que l'État ne me rend pas cet argent, comment je fais? Il n'y a pas de recours? Non, il y a des recours, mais vous allez passer... Donc au lieu de travailler et au lieu de vous focaliser sur votre activité de médecin ou d'avocat, vous allez passer 1, 2 ou 3 ans à vous battre pour récupérer un impôt indu. Ouais. Ce que je dis simplement, c'est qu'il me semble que cette approche-là n'apportera pas les résultats escomptés, puisqu'on prétend, et c'est le discours, lutter contre de l'informel en réalité, parce que c'est ça le sujet, de dire... Mais est-ce que ça ne risque pas de pousser vers plus d'informel? Je ne veux même pas aller considérer cela, je dis déjà... À périmètre constant. À l'heure actuelle, mettre cette retenue à la source ne changera rien puisqu'on parle du coup de gens qui n'existent pas. Donc pourquoi ils existeraient plus l'année prochaine? Par contre, ceux qui existent déjà, qui déclarent et qui payent, on va créer des problèmes sur leur trésorerie. L'honnêteté impose de dire qu'il n'y a quasiment aucun pays du monde qui a appliqué ce système, hormis un. C'est l'Espagne. L'Espagne a un système de retenue à la source pour les professions indépendantes, qui est de 15%. La difficulté que nous avons au Maroc, on pourrait prendre un système équivalent, pourquoi pas, mais prenons une situation assez simple. Vous êtes un cabinet d'avocats. Vous dites, je peux travailler au Maroc, facturer, et j'ai cette retenue à la source de 20%. Bon, les discussions disent que peut-être on va arriver à 10 ou 5, je ne sais pas encore, mais si on a 20%. Aujourd'hui, vous êtes un cabinet d'avocats étrangers, mais ce sera la même chose pour des médecins. Vous intervenez au Maroc, vous aurez une retenue à la source de 10%. Donc on se retrouve dans une situation où un avocat étranger ou un médecin étranger qui interviendrait au Maroc aurait une retenue à la source sur sa prestation de 10%, quand on avait imaginé, pour un avocat ou un médecin basé au Maroc, avoir une retenue à la source de 20%. Alors, quelle est la cohérence d'un schéma comme celui-là? Il me semble que ça pose problème. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas d'opposition à l'impôt, il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y avoir d'opposition à payer ce qu'on doit payer, mais il faut le faire, à mon avis, pas dans la précipitation. Moi, c'est cette précipitation qui me gêne, de dire on doit boucler une loi de finances, donc on va l'organiser de cette manière-là. Il me semble qu'il y a d'autres mécanismes. Une des questions, par exemple, qui avait été évoquée, c'est de dire vous ne titularisez pas quelqu'un et vous ne l'autorisez pas à exercer tant qu'en parallèle, il n'y a pas une déclaration fiscale correspondante. Ça peut être traité avec les ordres, ce sont des choses assez simples, où on peut organiser les choses de cette manière-là, avoir une déclaration, apparaître. En plus, on peut dire que peut-être dans certaines situations de profession indépendante ou d'entrepreneurs individuels, ça peut être compliqué. Il me semble que pour les avocats, c'est très simple, parce qu'il suffit d'écrire à l'ordre, de demander la liste de tous les avocats inscrits à chacun des ordres. On a la liste des avocats, on sait qui est inscrit, qui n'est pas inscrit.
Il y a un peu de travail à faire, mais maintenant, avec la data, on sait faire tout ça de manière très simple et très rapide. Donc, si on veut identifier, savoir précisément qui paye, qui ne paye pas, pourquoi, qui est déclaré, puisque c'est ça la thématique qui n'est pas déclarée, on peut le savoir. Mais j'ai peur que cette question de retenue à la source ne traite pas le sujet qui va être traité et le problème que vous évoquez, à savoir celle de ceux qui ne déclarent pas, qui n'existent pas et qui ne payent rien. Est-ce que ça va les inciter à payer? J'ai quelques doutes. Alors, justement, sur la faisabilité et sur la mise en place et l'implémentation de ces dispositions fiscales, si toutefois elles sont votées telles quelles au niveau du Parlement. Déjà, comment cela serait-il appliqué du côté des médecins, docteur Taïb Hamdi? Oui, il n'y a pas de facture, en gros, là-dedans. Si on prend sur le plan stratégique, personnellement, je prends le sujet, il y aura des mesures qui seront mises en place, qu'on le veuille ou pas. Et personnellement, je dis toujours que quand il y a un projet de loi de finances qui plaît à tout le monde, c'est pas une loi de finances qui va changer quelque chose. Si on plaît à tout le monde, ça ne va rien changer. On va continuer dans le même sens. Donc, quand il y a un débat, quand il y a des refus, quand il y a des oppositions, ça veut dire qu'il y a une volonté de changement. Cette volonté, maintenant, il faut qu'il aille dans le bon sens. Qu'il y ait, par exemple, si je reviens sur les revenus des médecins, il y a des clichés qu'il faut supprimer. Certainement. Ça ne veut pas dire ce que je vais dire maintenant, ça ne veut pas dire que je nie complètement qu'il y a de l'incivisme fiscal parmi le corps médical. Il n'y a aucun corps, il n'y a pas d'incivisme fiscal. Mais dans les salariés, peut-être. Pardon? Chez les salariés, peut-être, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Les salariés, les fonctionnaires, oui, c'est retenu à la source, ils n'ont pas le choix. Mais pour toutes les autres professions qui déclarent, certainement, il y a problème. Maintenant, mais on a un problème. On a deux problèmes. Le premier, c'est que les citoyens réclament de plus en plus une équité fiscale. Les salariés, les fonctionnaires, ceux qui paient leurs impôts, ils ne veulent plus supporter des impôts qui sont hauts, qui sont élevés, à cause d'autres contribuables qui ne le paient pas, primo. Deuxièmement, on a des chantiers sociaux, qui demandent du financement. Donc, certainement, il y aura des mesures, il faut s'y attendre. Maintenant, comment faire payer les gens? Comment faire amener les contribuables à payer leur impôt? Il y a soit le civisme fiscal, c'est d'une manière volontaire, soit le contrôle fiscal. Or, les deux ne peuvent pas aboutir. Le civisme fiscal, il ne faut pas compter sur pour tout le monde. Et le contrôle fiscal, aucune administration au monde n'a les moyens d'aller contrôler tous les contribuables. Donc, il faut se mettre d'accord sur certaines mesures qui essayent de filtrer plus ou moins. Je reviens aux médecins. Aux médecins, on a un problème. On a une généralisation de l'assurance maladie obligatoire. On a pratiquement, plus ou moins le tiers des médecins qui partent à l'étranger. On a déjà le tiers des médecins marocains, 28 000 au Maroc, presque 14 000 à l'étranger. Est-ce que la pratique de l'exercice de la médecine au Maroc, dans le public comme dans le privé, est-ce qu'il est vraiment, c'est de la classe moyenne supérieure sur le plan de revenus? Si c'était le cas, on n'aurait pas 72% des médecins, des étudiants de médecine en 7e année qui programment émigrer vers l'étranger. Donc, ça veut dire qu'il y a un malaise. Malheureusement, on juge la profession sur une partie. Sur une partie. Maintenant, je reviens à votre question. Maintenant, ramener toutes les professions à plus de transparence, c'est une bonne chose pour nous. La retenue à la source, on a fait nos calculs. Et je ne parle que des médecins. On a fait les calculs. Généralement, l'IR, l'impôt sur le revenu des médecins, c'est généralement entre 7-8% à 15% du chiffre d'affaires. Donc, ça ne va pas nous poser. Et généralement... Déclaré. Parce que, attendez, il y a aussi des failles dans le modèle déclaratif des médecins. C'est-à-dire C'est-à-dire, tout simplement, on déclare ce qu'on veut. Oui, certainement un système déclaratif. Un système déclaratif, c'est que tu déclares ce que tu veux. Ben oui. Mais il y a un contrôle fiscal. En contrepartie, il y a un contrôle fiscal. Et c'est justement, est-ce que le contrôle fiscal, c'est avec le seul contrôle fiscal, le seul moyen, le seul levier de contrôle fiscal qu'on peut régler le problème? Non. On cherche le contrôle fiscal, le civisme, mais aussi des mécanismes. Et je pense,
les nouvelles dispositions de ce projet de loi de finances, ça apporte peut-être d'une manière brutale. De toute façon, le changement, ça pose toujours problème. Mais je pense, pour la profession médicale, pour d'autres professions également, d'ailleurs pour la profession médicale, c'est simple. À partir de 2023, la recette, il sera déclarée d'une manière systématique, automatique et transparente. Donc, sur ce plan, ça ne pose pas de problème. Le problème qui va venir après, c'est comment faire des incitations aux médecins pour qu'ils aillent s'installer dans le rural, dans les zones éloignées. Comment faire des incitations aux médecins dans le privé pour qu'ils restent au Maroc. C'est ça le vrai problème qui va se poser par la suite. Mais des médecins qui vont rester au Maroc, qui vont vivre d'une manière digne, qui perdent leur impôt, mais qui ont à payer un impôt qui est équitable, un impôt qui est juste, un impôt qui leur permet de bénéficier de services de qualité et un impôt qu'ils peuvent supporter puisqu'il est distribué, il est supporté par tous les autres contribuables et non pas ils payent un impôt, vous l'avez bien dit, il faut payer son impôt, et après il faut changer les lois. Il faut payer l'impôt et après on change les lois. Et je pense que c'est un effort à faire du côté de l'État et du côté de tous les contribuables. C'est une mentalité, c'est une culture qu'il faut changer. Oui, c'est pas simple de la changer, hein, parce que là, est-ce que vous pensez qu'avec un projet de loi de finances pareil, justement, vous, en tant que journaliste, Habachi Chamamba, est-ce que vous pensez que ça pourrait réellement changer ce mindset et vraiment apporter des résultats à ce budget de l'État? Est-ce que, avec les 70% qui proviennent des retenues à la source sur les salaires, des impôts, en tout cas c'était pour 2021, sur les impôts sur le revenu bien sûr, est-ce que si encore une fois elle est adoptée dans sa mouture actuelle, elle va vraiment réellement apporter son grain de sel dans les caisses de l'État pour l'année prochaine? Alors, deux petites observations. En fait, la disposition du projet de loi de finances, ce n'est pas une solution magique. Évidemment, Maître Cohen tout à l'heure l'a dit. Mais il faut faire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas que les pouvoirs publics doivent rester immobiles. On doit commencer par faire quelque chose. Et le fait d'instituer, moi, à titre personnel, je suis toujours pour une démarche expérimentale. Essayons. Si ça ne marche pas, on peut toujours changer. Mais la crainte de oui, mais bon, c'est pas sérieux quand même. Enfin, si vous dites ça, c'est pas sérieux. C'est pas ce que vous dites qui n'est pas sérieux, mais dans le sens où si un gouvernement, dans chaque projet de loi de finances, ou déjà on reproche au gouvernement de changer plusieurs dispositions fiscales dans chaque loi de finances et ça joue à l'encontre de l'attrait de l'investisseur, par exemple. Alors si on essaye à grande échelle, ça risque encore plus de jouer sur la confiance en ce gouvernement et en ces PLF. Mais il y a des catégories de mesures. Il y a des mesures qu'on appelle des mesures structurelles et des mesures conjoncturelles, des mesures de gestion courante. Ça, c'est une forme de mesure structurelle. Il y a un problème d'évasion fiscale réelle. On ne peut pas se le cacher. N'importe quel Marocain qui a déjà fait opérer un membre de sa famille dans une clinique sait qu'il faut donner une partie des honoraires aux chirurgiens au noir. Ça, c'est connu. Ce n'est pas moi qui l'invente. Tout le monde le sait. Mais c'était toléré et c'est toléré depuis des années. Maintenant, à un moment, il faut bien commencer par quelque chose. Est-ce que c'est ça qui va changer la situation de manière radicale? Mais commençons. Commençons brique par brique. Ça, c'est un. Deux, il y a un élément que Maître Cohen a soulevé tout à l'heure en disant peut-être qu'il faudra qu'on harmonise les statuts des professionnels libéraux, qu'on l'aligne sur celui des statuts juridiques, sur celui des entreprises, des sociétés. Mais le problème n'est pas un problème de forme. Le problème de fond, c'est-à-dire la dissimulation des revenus qui doivent d'une base imposable qui échappe au trésor. Donc, évidemment, je rappelle quand même que chez les avocats, il y a des sociétés
civile. Ça existe des formes de société dans l'exercice de métier d'avocat. Mais toutes les difficultés que rencontrent aujourd'hui les entreprises pour récupérer la TVA ou le trop perçu sur l'impôt sur les sociétés, ces difficultés-là, ils vont les rencontrer et ça se gère. C'est aux élus de la nation de pousser le gouvernement à faire évoluer la manière de fonctionner des administrations pour que les choses soient plus diligentes quand le contribuable. Parce que c'est plus facile de payer quand on sait que quand je veux réclamer le trop perçu, je serai remboursé dans le délai. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas que les obligations, il y a aussi les droits. Donc, dans une main, le gouvernement doit venir avec des obligations et dans l'autre main, il doit absolument s'assurer que les droits des contribuables, entre autres celui d'être remboursé d'un trop perçu d'impôts ou de crédit de TVA dans le délai, sans trop de paperasse, que ce droit-là soit exercé de manière diligente. C'est très important, toutes ces choses-là. C'est l'une après l'autre. Il faut que les citoyens, les entreprises, les contribuables adhèrent à l'impôt. On peut aller dans des discussions beaucoup plus philosophiques sur l'enseignement, sur l'éducation, etc., sur l'accès à la santé, mais ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, nous parlons surtout de cette mesure de retenir la source, qui, je rappelle, j'insiste là-dessus, c'est une forme de recouvrement de l'impôt. Ce n'est pas un impôt de plus. Ce n'est pas une augmentation de tarif. Oui. Si vous devez, par exemple, prendre le cas des sociétés du secteur financier, alors je pense qu'elles auraient 10 000 fois raison de se plaindre aujourd'hui, parce qu'on leur a ajouté au moins 3 points d'impôt d'ici le 1er janvier 2026. Elles vont passer de 37 sociétés du secteur financier, banque, assurance, société de financement, de 37 à 40%. Oui, mais je pense que là, pour le coup, ça va retomber sur le client. Hein. Donc, de toute façon, ça va tomber. Voilà, c'est ça. C'est pas une conséquence sur la trésorerie de ces mastodontes financiers. C'est la conséquence de l'évasion fiscale, c'est-à-dire que l'État ayant besoin d'argent, il va toujours vers les mêmes. Oui, mais c'est les mêmes qui finissent par payer, c'est nous. Voilà quoi. Évidemment, d'où la décision radicale d'instituer la retenue à la source. D'accord. Évidemment, ça ne peut pas. Comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Il y aura de la casse, c'est évident. Mais je suis désolé, parfois, il faut faire des choses comme ça. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes, messieurs. Abachi Chavamba, en effet, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Et en tout cas, quels sont les recours qui restent? Bon, je vais laisser peut-être ce dernier tour de table ouvert pour un dernier mot. Je vais commencer par vous, Maître Olkhouel. Peut-être un mot ici sur cette loi régissant la profession et les réclamations des avocats. Bon, c'est l'intégralité du poulailler qu'on va casser, là. Ce n'est pas que des œufs, malheureusement. Et on ne peut naturellement pas comparer, puisque cette augmentation du taux de l'IS à 40, c'est sur le bénéfice. Encore une fois, ce n'est pas sur un chiffre d'affaires. La problématique principale, c'est celle-là. C'est qu'on veut taxer un chiffre d'affaires. Et donc, quand on vous taxe sur votre chiffre d'affaires, vous ne payez pas de l'impôt. Vous ne payez pas une avance d'impôt. Vous payez bien plus que cela. Vous payez une avance à l'État. En fait. Vous avancez des sous à l'État. Vous devenez banquier. Vous devenez le banquier de l'État et vous lui avancez de la trésorerie. Et quand on vous rembourse, parce que la difficulté de dire oui, mais ce n'est pas très grave, on vous remboursera. On a bien vu que non, c'est très difficile d'être remboursé. Et quand on vous rembourse avec plusieurs années de retard, vous n'avez pas d'intérêt. On vous rembourse le montant qu'on vous a donné, et puis quand on connaît le taux d'inflation qu'on a à l'heure actuelle, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc la problématique, à mon sens, et ça a été évoqué, c'est un changement structurel. Alors si on fait un changement structurel, on ne le fait pas en catimini en 2 mois. Un changement structurel se prépare et doit s'organiser, doit être prévu. Oui, il y a des sociétés civiles professionnelles d'avocats, mais elles ont été très mal organisées. Et par exemple, un des éléments, la société civile professionnelle, quand vous en constituez une, vous payez 2 fois. La société civile paye l'impôt. Et ensuite, quand cet impôt et quand l'avocat reçoit, lui, les fruits de son travail, il est à nouveau taxé au niveau de l'IR. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas et qu'il n'y en a quasiment aucune. Il doit y en avoir moins de 10 dans tout le royaume. Donc on sait très bien que ces mécanismes ne fonctionnent pas. Alors changeons-les. La plupart des pays sont passés sur des sociétés d'exercice libéral. Pour les avocats, pour les notaires, pour les architectes, et ça fonctionne plutôt bien. Et ça permet justement d'avoir un certain nombre d'obligations, d'encadrement, de suivi, de contrôle. Je parlais tout à l'heure des données, on les a. On sait très bien, par exemple, combien de procédures un avocat a qui sont pendantes devant tel ou tel tribunal
pour telle ou telle période. Donc je pense qu'on devrait quand même, on va au final arriver, je pense, à une sorte de compromis. Les médecins évoquaient 5%. On arrive parfois à des situations aberrantes, parce que est-ce que ces 5% et l'impact et la différence qu'ils vont faire valent toutes ces problématiques? Parce que ne pas oublier que quand vous mettez une retenue à la source de 5%, ça veut dire que celui qui paye doit retenir, déclarer, verser à l'État. Donc c'est énormément de travail administratif pour les entreprises. Et puis, alors moi, ce que je comprends contrôle moins, aussi pour la DGI. C'est ça. Et moi, je comprends moins bien ce qui va se passer pour les particuliers. Si moi, je vais chez le médecin et que je dois verser 300 dirhams pour une consultation et qu'on me dit d'en retenir un tiers, de retenir 20% ou même 5%, ensuite, comment je fais? Est-ce que je dois engager un comptable qui va suivre ce que je demandais tout à l'heure à Dr Hamdi, chez les médecins, mon déplacement chez l'architecte, chez l'avocat, et rassembler tout ça pour aller faire une déclaration. Donc alors ça va faire du travail pour les comptables, mais on va rajouter aussi qui sont concernés aussi par la retenue à la source. Les comptables aussi. Mais la difficulté, c'est aussi quel est l'impact en matière administrative versus le gain réel pour l'État. Pour vous? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments. Je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas vérifiables ou pas mesurées, mais la difficulté principale, c'est celle-là. Je pense qu'on a voulu, et je comprends très bien l'urgence d'avoir des financements en particulier et de financer ce grand projet de protection sociale, mais pour autant, il y a peut-être d'autres manières de faire les choses. Merci beaucoup, Maître Louad. D'autres manières de faire les choses. En tout cas, on va attendre si effectivement il y aurait des amendements lors du vote à la deuxième chambre et au retour à la première chambre de ce PLF. Merci beaucoup, Maître Louad. Je vous en prie. Merci, Dr Hamdi. Merci à vous. Bon, un petit éclaircissement, c'est que pour la retenue à la source, c'est surtout pour les honoraires pour les médecins qui sont payés par des tiers, c'est-à-dire des cliniques, des assurances ou la médecine de travail. Donc pour les patients, ça ne les concerne pas, ça ne concerne pas la retenue à la source. Moi, je vois le sujet avec une vision. Il faut voir le sujet avec une vision de loin, de très loin. Merci. Par exemple, pour les médecins, brièvement. Par exemple, pour les médecins, on a besoin de médecins. On peut former. C'est très difficile de former beaucoup de médecins. Combien même quand on les forme, quand ils partent à l'étranger. On a besoin de médecins. Il faut leur donner des incitations fiscales et autres pour qu'ils puissent travailler, rester au Maroc, aller vers le rural, aller vers les régions éloignées. Merci, pour les inciter et les encourager. Oui, le message, et vous l'avez passé très clairement tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci aussi à Bachi Chamamba, journaliste économique et professeur d'économie monétaire et fiscalité des entreprises. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.